Les confidences littéraires reçoivent aujourd'hui l'écrivaine Hélène Frappa à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Trois femmes disparaissent, publié chez Actes Sud. Bonjour, bonsoir Hélène. Bonjour. Vous êtes en compagnie de Lacan. Oui, j'ai amené mon Big Cat. Enfin, plutôt, tu m'as prêté ton Big Cat. C'est ça. Je fais un bref rappel de votre parcours. Agrégé de philosophie et passionné de cinéma, qui tient une grande place dans votre univers, vous collaborez en tant que critique pour les Cahiers du cinéma, les Inrocks, la revue La Lettre du cinéma, et avez consacré plusieurs essais à des cinéastes, notamment Jacques Rivette. Vous êtes également productrice de documentaires. Depuis Sous réserve, publié en 2004, votre premier roman, vous n'avez de cesse d'entremêler fiction et réel et de chercher à capter les secrets de vos personnages. Dès votre premier roman, vous mettez en place un dispositif au sein duquel s'entrecroisent des images et des références philosophiques, littéraires et cinématographiques. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de votre dernier roman, Trois femmes disparaissent, publié chez Actes Sud. Alors, de quoi s'agit-il? En 2016, un an avant la déflagration MeToo, Tippi Hedren, actrice américaine, balance son porc dans une biographie malheureusement non traduite à ce jour en France. Elle y révèle comment Alfred Hitchcock, sur le tournage des Oiseaux et d'un printemps pour Marnie, l'a littéralement harcelée et torturée au propre et au figuré, en mettant en place un système de prédation, car elle se refusait à lui. Il lui fera alors une promesse: je vais briser ta carrière. Trois femmes disparaissent, et le portrait hallucinant et virtuose de trois actrices, grand-mère, mère et fille, dévorées par le 7e art. Trois femmes, trois légendes, années 60, années 80, années 2015. La première, Tippi Hedren, parviendra à s'échapper, la deuxième disparaîtra, et la troisième sera la doublure des deux autres. La narratrice se fait détective, allant jusqu'à endosser le fameux imperméable de l'inspecteur Colombo. Elle part à la recherche du mystère de ces trois femmes, dont elle tente de raccorder les destins. Trois générations féminines sont face au regard du système hollywoodien. Chère Hélène Frappa, pouvez-vous nous parler de votre livre et de sa genèse? Comment vous êtes-vous rendu compte de ce parcours inouï de Tippi Hedren et de la malédiction de ces trois générations de femmes? Je pense que c'est venu dans un décor qui était le décor du petit écran, celui d'un épisode de Super Jamie que j'avais revu, et dans lequel il datait de 1976. On était à quelques années j'avais dû le voir enfant, je l'ai revu plus tard, on était à quelques années du tournage donc de Marnie et des Oiseaux, à peine quelques années. Et pourtant, un visage complètement différent était là, que j'ai eu du mal à reconnaître tout de suite. Pas parce qu'il avait changé, il n'avait pas changé, mais parce que son style était devenu radicalement différent, c'est-à-dire la femme blonde, platine, sophistiquée, avec les cheveux complètement tirés en arrière, en chignon, coincée dans une robe verte extrêmement serrée, avec des talons aiguilles, un sac toujours à la saignée du coude extrêmement lourd, un manteau en vison très lourd, etc. Bref, ce personnage de Mélanie dans Les Oiseaux et ensuite de Marnie, donc dans Pas de printemps pour Marnie, c'était elle qui était là dans ce décor, un décor sidérant, entièrement peuplé de lions, de panthères, de fauves apparemment en liberté, où donc cette femme devenue châtain, cheveux au vent, pas de def, naturelle, vivait naturellement parmi son vrai décor qui était celui qu'elle s'était choisi après sa fuite loin du tournage des Oiseaux, où, comme vous le dites très justement, elle a subi des tortures, elle a été au fond donnée en sacrifice, comme dans l'Antiquité, les sacrifices humains. Et voilà où elle vivait, donc dans ce ranch, où elle avait choisi de vivre en compagnie d'animaux, enfin de fauves non domestiqués. Alors, il vit d'ailleurs avec sa très jeune fille. Elle y vit avec Mélanie, sa fille, parce que dans le film d'Hitchcock, Les Oiseaux, Hitchcock a décidé de l'appeler Mélanie, volant le prénom de sa propre fille. Et en effet, moi, quand je découvre ce petit épisode, je suis sidérée. Tout de suite, je comprends ce qui se passe. Enfin, je comprends pas, mais j'ai une intuition que cette fuite a quelque chose de sidérant. C'est-à-dire qu'elle a fui un danger pour tomber dans un danger probablement encore plus grand. Et qu'en même temps, elle a fui une forme de domestication qui lui a été imposée pour se réfugier dans un décor loin de toute forme de vie domestique et avec des animaux qu'elle ne veut en rien domestiquer, comme elle-même a été de force domestiquée par les exigences hitchcockiennes. Elle y vit avec sa fille, et très vite, sa fille, à peu près à la même époque, va donc dormir avec des lions, être mutilée par ces lions avec qui elle dort, etc. Et puis surtout, participer à un tournage qui va durer en tout 11 ans, enfin une aventure, pas le tournage, mais l'aventure
entière du film Roar, donc réalisé par le mari de l'époque de Tippi Hedren, qui va durer 11 ans et qui va aboutir à des mutilations encore bien plus violentes de la mère, de la fille, du mari, de toute l'équipe. On va revenir un tout petit peu en arrière avant de parler de ce film et de ce que ça va impacter sur la vie de Mélanie. Tippi naît en 1930. Mélanie Griffiths, donc sa fille, a 5 ans quand sa mère a joué dans Les Oiseaux, Hitchcock. Et en 89, naît Dakota Johnson, qui est la petite fille, la première, la fille de la seconde. Donc on va parler un peu de Tippi. Hitchcock voit une publicité et dit à son assistante « Get her » ou « I want her », quelque chose comme ça. Alors, il voit une publicité pour un régime. C'est pas rien. C'est-à-dire, voilà, il voit une jeune femme extrêmement mince qui va faire maigrir encore plus, qui fait la pub pour un produit de régime. Elle se fait d'ailleurs siffler par un petit garçon dans la pub. La pub est assez étrange. Donc, c'est Tippi Hedren qui est vraiment toute jeune, qui est mère célibataire, qui a du mal à survivre, qui ne vient pas du tout d'une famille riche et qui donc élève entièrement seule sa petite fille, enfin sa fille, qui s'appelle Mélanie. Il est devant la télévision, il tend le doigt vers l'écran de la télévision et il dit « Find the girl », trouvez-moi la fille. Alors tous les mots sont importants parce que bon, il dit ça au cadre de Universal qui vont évidemment courir pour le mettre, comme il se fait appeler, chercher la fille. Évidemment, aussitôt, ce à quoi on pense, c'est à Cendrillon. Parce que, comme dans Cendrillon, où le prince, au bal, va bloquer, littéralement, alors non pas sur une fille, en vrai, si on relit le texte, et ces derniers temps, il y a beaucoup de relectures très précises, enfin très littérales des contes de fées, mais c'est vrai que c'est important de revenir vraiment aux textes qui sont souvent assez sidérants, et pas tellement conformes à ce que ensuite les adaptations et les souvenirs du coup que nous laissent les adaptations. En fait, il tombe amoureux enfin, il devient obsédé plutôt par le pied. Il voit un pied, le prince. Un pied ou une chaussure, on ne sait pas très bien. Bon, en gros, il est complètement fétichiste, ce prince. Il dit, trouvez-moi le pied qui va rentrer dans cette chaussure. Hitchcock dit, trouvez-moi la fille. Alors, la fille, Tippi en suédois, puisque c'est son père qui l'a rebaptisée comme ça veut dire petite fille. Donc déjà, elle, qui s'appelle Nathalie, c'est son prénom de naissance, aussitôt le père a dit non finalement, le père a choisi Nathalie, puis finalement il dit non, je vais plutôt l'appeler petite fille. Ce sera moins sérieux, dit-il. Donc cette petite fille, elle est aussitôt rebaptisée par Hitchcock la fille. La fille étant un terme clairement condescendant, enfin qui à la fois désigne quelqu'un qui ne va pas devenir une femme, qui ne grandira pas, une fille. En même temps, c'est une prostituée, une fille. Hein, c'est comme ça qu'on appelait les prostituées au 19e siècle. Donc il y a une idée vraiment, déjà dès le début, de manque de respect absolu et puis de propriété. Ça va pouvoir être très facilement sa propriété. Ce qui serait beaucoup moins le cas, évidemment, si c'était une femme. Et donc, à partir de là, les cadres de Universal vont trouver la fille, qui n'a toujours pas de nom, la faire venir dans une grande pièce. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle vient faire là. Enfin, on lui a juste dit qu'elle est venue signer un contrat. Et puis, elle va regarder le contrat, tout va être flou. Elle est extrêmement intimidée, elle a besoin de travailler, elle a besoin de gagner sa vie. Elle voit 500 $ par semaine, elle signe. Et là, on lui dit... C'est un contrat de 7 ans. C'est un contrat de 5 ans. Parlons donc un instant du tournage des Oiseaux, puis de Pas de printemps pour Marnie. Les Oiseaux, que se passe-t-il? C'est sidérant parce que j'ai, comme je pense, beaucoup de gens une passion pour Hitchcock et pour toute l'œuvre d'Hitchcock, peut-être un petit peu moins les 2 derniers. Mais Les Oiseaux, ça va être l'acte fondateur en fait de tout ce qui va se passer, de tout ce qui va arriver à Tippi. Que se passe-t-il? Alors ça commence comme ça, c'est-à-dire la manière dont il l'achète dès le départ, sans qu'elle ne sache qu'elle est déjà une remplaçante, en fait. Elle est une doublure dès le départ. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, une autre femme a fui avant elle, qui est Grace Kelly. Grace Kelly que Hitchcock a échoué à capturer entièrement. Personne n'a enquêté sur ce qui s'est passé entre eux. Moi-même, ce n'était pas mon sujet, je ne l'ai pas fait, mais je devine que l'histoire de Grace Kelly qui fuit dans cette espèce de royaume d'opérette pour épouser un homme qu'elle connaît à peine et que probablement elle n'aime pas, un homme qui a été refusé par toutes les stars d'Hollywood avant elle, notamment Marilyn, qui a rayonné à peu près de l'émissaire du prince régnier de Monaco en disant mais enfin ça va pas, vous
pensais quand même pas que je vais aller épouser ce prince et m'installer là-bas. Bon, elle y va. Elle laisse un vide, une sorte de béance et probablement une grande colère d'Hitchcock qui a vu sa créature disparaître. Et donc, à sa place, comme une doublure, c'est-à-dire ce qui est déjà l'histoire tragique de Vertigo, bon, ça se termine mal, ça se termine par la mort de la doublure. Et d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, toutes les femmes après Grace Kelly seront des doublures. Toutes les femmes seront des doublures. Et celle de Vertigo en particulier, il la détestait. Vous racontez dans votre roman qu'il va lui mettre une espèce de halo vert avec la symbolique qu'il y a derrière. C'est épouvantable. Donc Tippi est la première victime de cela. C'est l'histoire d'un homme, Alfred Hitchcock, qui ne supporte les femmes que mortes. C'est une longue histoire, c'est une vieille histoire. Il y a quelque temps, j'ai fait j'ai présenté un de mes livres et il y avait une ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris et on avait discuté ensemble et elle disait, mais au fond, elle avait joué Gisèle, elle avait joué tous les grands rôles classiques. Elle disait en m'écoutant, mais finalement, ce que vous dites là de cette revenante, de cette femme morte, c'est ce que je n'ai cessé de jouer ça moi-même, d'interpréter ces rôles-là sans m'en rendre compte à l'époque. Donc c'est une vieille histoire finalement, qu'on retrouve aussi dans la poésie du 19e siècle, etc. Hitchcock va en faire effectivement, va l'amener avec son génie de mise en scène, il va faire, comment dire, il va pousser l'histoire aussi loin qu'il le peut. Elle se déroule sur 2 plateaux qui sont le plateau de tournage et puis un autre plateau qui est celui de la loge, un plateau clandestin. C'est-à-dire il y a 2 films, ce que j'appelle le film clandestin, celui que le spectateur n'est pas censé voir. Je pense que le spectateur, en tout cas ma détective, qui a beaucoup de préscience et d'empathie et probablement quelques capacités médiumniques comme ont tous les détectives et les écrivains qui font à peu près le même travail selon moi, elle va comprendre qu'il se joue derrière le film que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, Les Oiseaux, un autre film, et elle va commencer à enquêter sur cet autre film. Cet autre film, il consiste d'abord en un homme qui va être aussitôt obsédé par cette femme qu'il pense avoir créée de A à Z. Exactement comme dans Vertigo, il considère qu'au fond, il est son démiurge, il est son père, il l'a mise au monde, donc il la rebaptise, il interdit absolument à tous les hommes, y compris les techniciens, ses partenaires masculins, de lui adresser la parole, il la fait suivre en dehors du tournage, il va exiger qu'elle porte certaines tenues, alors bien entendu ces tenues de tournage, pourquoi pas, de son personnage, mais également en dehors du tournage, les robes qu'elle a le droit de porter, les sous-vêtements, la nourriture qu'elle peut manger, le fait qu'elle n'a pas le droit de boire, etc., etc. Donc elle va se retrouver aussitôt dans une cage sans spectateur, ou plutôt une cage avec un unique spectateur, donc elle n'est même pas exactement au zoo. Ce spectateur étant Hitchcock, qui va même pousser la folie, jusqu'à faire pendant des heures réaliser un masque en plâtre mortuaire. En anglais, ça s'appelle un life mask, mais en fait, c'est un masque mortuaire. Elle devra avoir des pailles dans le nez pour pouvoir respirer. Et puis évidemment, quand le masque, il ne peut pas, comment dire, figurer ses yeux. Donc à la place des yeux, il y a 2 trous noirs, aveugles. Et c'est au fond ça qu'il veut d'elle. Il veut cette femme morte, sans regard. Et il va s'employer de manière littérale. On parle de folie et ma détective comprend à un moment que dès qu'il est question de folie, on est dans la littéralité. Tout est littéral, au premier degré. On ne peut même pas interpréter, tout est là, en fait. C'est même tellement là, probablement, comme dans les tragédies grecques, que ça crève les yeux de tout le monde et que personne n'a envie de voir, comme l'histoire d'Oedipe, qui finit par se crever les yeux tellement ce qu'il a vécu était littéral. Là, donc, il va littéralement lui faire crever les yeux par ses émissaires qui sont les oiseaux. Donc il ment, il lui raconte que les oiseaux sont vrais, il ment, il lui raconte que ce sont des oiseaux mécaniques. Et comme il a tenté dès le début du tournage de la violer, de l'enfermer dans une limousine, de l'humilier en permanence, de l'enfermer dans une loge, de lui présenter un contrat d'exclusivité sexuelle dans lequel elle est censée donc être disponible pour lui sexuellement quand lui-même en a le désir, c'est-à-dire à tout moment. Il va venir l'assaillir de ses rêves érotiques à son propos, etc., etc., ou même en rêve, il tue sa femme et il la remplace par elle. Donc, elle est horrifiée. Elle dit que c'est la chose la plus
hideuse, je cite, qu'elle a vécue. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que le seul souvenir qu'elle conserve de sa première rencontre avec Hitchcock, une fois qu'elle a signé le contrat, il entre. Donc il y a une mise en scène extrêmement, enfin, très effrayante, mais très ritualisée. Et là, elle dit, c'est l'homme le plus laid que j'ai rencontré dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, la détective fait un sort à cette question-là, parce que je pense que c'est un sujet, alors qui peut, et la mère de la détective n'est pas très contente de ça, et probablement c'est lié aussi à des générations précédentes où ce sont des choses qui ne se disaient pas. Mais c'est vrai que là, le corps des femmes, la beauté des femmes, beauté qui est souvent soulignée pour ensuite être niée. Hein. Moi, j'ai remarqué dans l'histoire du cinéma, j'ai travaillé sur pas mal d'actrices, par exemple Eddie Lamar, toutes qui ont été proclamées plus belles femmes du monde, essentiellement pour le lendemain, ou un an après, ou 10 ans après, être destituées de ce rôle, être moquées des opérations de chirurgie esthétique qu'on les a obligées à faire, qu'on Fascinant les a soit... destin aussi. Hein. Pardon ? Fascinant destin, Eddie Lamar aussi. Hein. Absolument. Et elle avait ce masque, elle disait, ma beauté est un masque que je ne peux pas arracher. Là, on voit qu'il est question de masque, et là, c'est littéral avec Hitchcock. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que cet homme la répugne absolument. C'est une actrice de génie, c'est-à-dire que pour son premier rôle, elle est cette Mélanie Daniels, inoubliable dans Les Oiseaux, où elle réussit une prouesse d'actrice telle qu'elle va d'ailleurs aussitôt recevoir le prix de la meilleure actrice, et que Hitchcock, d'ailleurs, pour la punir, une fois de plus, dans ce système de punition qu'il va mettre en place, parce qu'il ne peut pas il ne peut pas s'emparer de son corps comme il le voudrait, il va ne cesser de la punir. Donc il va lui interdire d'aller, enfin il va répondre à sa place et lui interdire d'aller recevoir le prix de la meilleure actrice. Et c'est à ce moment-là, le seul moment où elle va vraiment craquer, et le traiter de, comme vous le disiez, de fat pig, gros porc, inaugurant des années avant, enfin des décennies plutôt avant, un terme qui ensuite va être à l'origine de la révolution MeToo. Alors, il y a une scène qui est sidérante, et puis après nous allons passer à Mélanie, c'est la scène évidemment de la cabine téléphonique, où il lui dit que le verre est protégé, donc elle ne risque rien, et en réalité il ne l'est pas. Donc il y a cette scène-là qui est complètement incroyable, inimaginable, et puis quasiment la dernière scène du film, me semble-t-il, ou l'avant-dernière scène qui se passe donc dans le grenier. Et on en parle un instant parce que c'est absolument sidérant. Alors il y a 2 moments de trahison, en fait, enfin en tout cas ce qu'elle vit comme une trahison. Donc il a tenté de la violer, elle a réussi à s'échapper, elle continue à travailler, et dans sa tête, elle va à l'abattoir, littéralement, sur le tournage, et elle répète dans sa tête, je ne le laisserai pas me briser, je ne le laisserai pas me briser. Elle répète ça, comme ça. Et elle est obsédée par sa dignité, elle est obsédée par une éducation qu'elle a reçue. C'est une femme très droite, type Piedrenne, très intelligente, qui a beaucoup de principes. Et elle veut aller jusqu'au bout de ce travail. Donc le premier moment, en effet, c'est la cabine téléphonique qui lui dit que le verre est blindé. Il ne l'est pas. Donc des attaques de centaines de vrais oiseaux vont briser la vitre. Et c'est la première fois où elle va manquer d'avoir l'œil gauche crevé. Le maquilleur va devoir passer des heures à enlever avec une pince à épiler des minuscules fragments de verre qui ont entièrement entaillé tout son visage, particulièrement autour de l'œil gauche qui manque d'être crevé. Elle comprend qu'il l'a puni parce que ça a été ses premières attaques avant lui. Et coq en anglais, ça veut dire bite, et puis ça veut dire, c'est un gros oiseau, c'est le coq de la basse-cour. Donc il y a quelque chose, moi, que je ne m'étais jamais dit, et je me suis dit littéralement, il lui envoie, à défaut de lui envoyer sa bite au visage, il lui envoie des oiseaux au visage, lui-même étant un oiseau dans son propre nom. À vrai dire, c'est un personnage très important, je pense, dans le livre qui dit ça, hein, qui est une vieille dame américaine qui aurait voulu enfant devenir rabbin, et qui va faire toute une analyse vraiment du mot Hitchcock, en tournant autour et en faisant cette analyse que je trouve assez géniale à partir de tous les sens que peuvent avoir les expressions autour du mot Hitchcock. Et donc le deuxième moment, c'est le grenier. Alors le grenier, j'ai envie de dire, les femmes, mais les petites filles connaissent ça par cœur, les greniers, parce que dans les contes de fées, dans les romans gothiques, il y a toujours un grenier. Et qu'est-ce qu'il y a dans le grenier en général ? Il y a une femme morte, encore une, ou plusieurs, même si on voit Barbe Bleue, elles sont accrochées, suspendues, accrochées à des
croc de boucher. Ça, c'est le texte, littéralement, du conte de Perrault, Barbe Bleue. Donc, il y a ces femmes mortes, ces cadavres, et puis il y a des folles. Enfin, des folles. Il y a des femmes, comme dans, par exemple, Jeanne Eyre, que des maris bigames, enfin, qui ont envie de se remarier, mais à l'époque, le divorce n'est pas possible. Donc, comment on fait pour se débarrasser d'une première femme? On la planque dans un grenier, on dit qu'elle est folle. Et puis, quand elle en peut plus d'être prisonnière du grenier, qu'elle va mettre le feu au grenier quand même pour s'échapper, évidemment, le fait qu'elle mette le feu au grenier va prouver qu'elle est folle. Donc, toutes ces histoires-là, elles sont quand même très anciennes. C'est très important, je pense. Ça joue un rôle très important qu'il l'envoie au grenier. D'autant que Tippi Hedren, je le répète, est très intelligente. Donc, elle dit à Hitchcock, mais ça tient pas debout, votre histoire. Pourquoi est-ce que mon personnage, alors qu'elle sait que les oiseaux sont réfugiés sous le toit et que les oiseaux ont déjà tué à peu près tous les gens qui pouvaient tuer dans cette petite ville côtière du nord de la Californie, qu'il y a un climat de terreur absolue qui règne, que cette femme, donc je répète, est une femme sensée et intelligente, pourquoi elle va monter au grenier se faire massacrer? À quoi Hitchcock répond, parce que je vous l'ordonne et vous devez obéir. Donc, comme un bon petit soldat, elle monte au grenier. Le tournage de la scène va durer 5 jours, et là, elle est tellement traumatisée, des décennies après, qu'elle compte encore les jours. Lundi, mardi, mercredi. Ça va arriver jusqu'au vendredi. Chaque jour va être pire. Il lui avait dit qu'il y avait des oiseaux mécaniques. Tout le monde est au courant sur le tournage. Personne ne lui parle. Son maquilleur finit par venir l'avertir in extremis avant le tournage de la scène. Et là, elle apprend, et qu'en fait, comment dirais-je, c'était impossible que tout le monde ne soit, effectivement, que tout le monde ne soit pas au courant, parce qu'il a fait venir des centaines d'énormes boîtes et cages remplies de milliers d'oiseaux qui sont là, sur cet énorme plateau studio du studio Universal, et que donc les oiseaux n'attendent qu'une chose, c'est qu'on ouvre la cage. Par ailleurs, son habilleuse lui fait enrouler autour du corps des bandes élastiques, comme une momie. Elle est entièrement entourée de bandes comme une momie. Ces bandes vont être attachées, à chacune des bandes va être attaché un oiseau vivant, oiseau par ailleurs extrêmement bien traité, avec un régime syndical des oiseaux vraiment parfait, des très bons horaires, etc. Donc, un oiseau vivant, avec assez de distance pour qu'il puisse prendre son envol, et en même temps pas trop, pour qu'il puisse revenir sur Tippi Hedren et la massacrer. Sa robe verte, la fameuse robe, qui sera celle que Hitchcock va offrir pour l'anniversaire des 5 ans de Mélanie Griffiths, dans le petit cercueil, il va offrir à sa fille, donc une poupée miniature de sa mère avec le même costume que dans Les Oiseaux. Donc, la robe, elle est remplie de fentes, et donc les bandes élastiques peuvent s'introduire à travers ces fentes, et les oiseaux y sont attachés. Donc, elle va subir ça pendant 5 jours, elle va être mutilée gravement, elle va être dans un état de sidération et de terreur. C'est-à-dire, parfois j'entends des gens dire, mais ces 3 femmes, en parlant des 3 femmes de mon livre, quand même, elles sont un peu fragiles. Enfin, on revient encore à l'énième argument des femmes qui sont toutes folles. Elles sont incroyablement costauds. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un d'autre dans ce contexte se serait suicidé, aurait été interné à vie. Enfin, ce qu'elle a vécu, c'est un niveau de torture et de martyre qui est assez inimaginable. Toute l'équipe est tétanisée, mais personne ne la protège. Tout le monde laisse faire. À un moment, un médecin arrive sur le tournage. Elle est tombée dans une sorte de coma. On n'arrive plus à la réveiller avant le moment du presque coma final qui, là, nous entraîne vers la Belle au bois dormant. Belle au bois dormant qui se fait quand même violer pendant son sommeil. Rappelons par ailleurs l'histoire littérale que ce conte, une fois de plus, raconte. Donc, le médecin vient et dit à Hitchcock, il faut arrêter ce tournage, immédiatement. Vous voulez la tuer? Elle est en train de mourir sous vos yeux. Vous pouvez pas faire ça. Hitchcock renvoie le médecin. Tout le monde se tait. Elle continue. Elle dit « Je ne le laisserai pas me briser, je ne le laisserai pas me briser. » Jusqu'au moment où un oiseau l'attaque tellement violemment, donc dans ce tournage de la scène du grenier, où par ailleurs elle est censée murmurer au Mitch étant le personnage, l'homme qu'elle appelle à son secours. Et moi, alors ça c'est quelque chose qui m'avait frappé il y a très longtemps en tant que spectatrice, c'est qu'on entend au Hitch et qu'on l'entend presque on l'entend comme un râle sexuelle, et que la vraie obscénité du film, elle est là. C'est-à-dire que le spectateur est censé se rincer l'œil
comme devant un film porno, avec, je les mélange toutes du coup. Extra. Pour moi, c'est la même femme. C'est très intéressant, oui, bien sûr. Voilà, c'est une femme à 3 têtes en quelque sorte, avec Tippi Hedren, murmurant, râlant dans un râle de plaisir au Hitch, alors qu'en fait, elle est juste en train d'essayer de survivre en disant au Mitch le texte du scénario. Et puis, elle tombe dans les pommes. Elle tombe plus que dans les pommes. Elle s'écroule. L'oiseau manque à nouveau de lui crever l'œil. Elle s'écroule. Elle se réveille. Elle ne sait pas combien de temps elle s'est écroulée. Elle a dormi. Elle est tombée vraiment dans un état proche du coma. Le plateau gigantesque, énorme. Il faut imaginer ces énormes plateaux de tournage hollywoodien. Et désert. On est vendredi soir. Tout le monde est parti. Tout le monde l'a abandonné. Hitchcock, évidemment, mais personne n'est resté pour savoir ce que cette femme qui s'est écroulée, qui a failli mourir sous leurs yeux, qui a été torturée sous leurs yeux, dans quel état elle est. Elle se redresse péniblement, il n'y a personne. Les lumières sont éteintes. Elle rentre chez elle. Elle s'écroule à nouveau. Elle vit seule avec sa fille, Mélanie, qui a 5 ans. Et là, tout s'inverse. Je pense que la tragédie, là, commence là. C'est-à-dire que Mélanie, le personnage, rentre chez elle, s'écroule, dort. Et dans son sommeil, c'est foutu. Elle vit dans le film. Elle hurle, elle fait des cauchemars. Elle voit les oiseaux l'attaquer encore, évidemment. Et donc, elle hurle non, non, non. Et sa petite fille de 5 ans, donc, Mélanie, devient sa mère. Se met à jouer. Et la soigne. La soigne, la protège, elle est toute seule. Et là, quelque chose se joue qui va être crucial dans l'histoire. Alors, Hélène, il se passe une chose, c'est que vous imaginez ou vous pensez que Tippi n'a plus rien tourné après. Vous réalisez qu'elle a en réalité tourné une 50aine de films. Donc, elle a véritablement disparu. Il y a ce film Roar, dont on a parlé tout à l'heure, apparaît Mélanie. Mélanie est toute jeune, donc effectivement, et là, encore une fois, acte fondateur pour Mélanie, elle va être blessée pendant ce tournage, et ça va être le début d'un visage qui petit à petit va s'effacer par la chirurgie esthétique, qui va devenir une addiction. Et Mélanie, son personnage, c'est ça, et à la fois cette nudité, elle est toujours nue, à chaque fois, sauf un film, celui de Woody Allen. On en parle un instant. Alors en fait, l'histoire va être de plus en plus littérale. Donc on s'est arrêté au moment où la petite Mélanie de 5 ans devient la mère de sa mère Mélanie dans le film, sachant que le pervers qui a organisé l'échange et le vol des prénoms, c'est donc Alfred Hitchcock. Donc la mère s'enfuit et elle se réfugie, on pourrait dire paradoxalement. Moi, je trouve pas ça si paradoxal quand je vois, quand j'observe ce que font les êtres humains, et moi-même y compris, hein, c'est-à-dire cette manière souvent, cette ironie du sort qui fait qu'on peut souvent, quand on sort quand on est traumatisé par quelque chose qu'on a vécu avant, un danger, trouver protection auprès d'un danger qui va se révéler encore plus grand. C'est pas si rare en fait comme histoire. Donc, elle se retrouve avec ses grands fauves à faire un tournage. Elle tombe amoureuse de ces lions. Et pas du tout amoureuse de l'homme qu'elle épouse, qui est son agent, qu'elle va épouser pour fuir Alfred Hitchcock. Mais elle est amoureuse des lions. Et ils ont un amour commun, qui sont les lions. Au point que lui va se transformer en lion, avec tout ce que ça suppose d'ailleurs de violence chez un homme qui va se métamorphoser en lion. Mélanie a 13 ans quand sa mère la fait vivre au milieu des grands fauves, et quand elle commence donc à l'habituer, donc à commencer à préparer ce tournage. En effet, c'est un tournage qui va donner lieu à des dizaines de mutilations extrêmement graves. Au début, Mélanie a peur, elle arrête le tournage. Et puis finalement, exactement comme sa mère l'a fait sur le tournage des oiseaux, sans qu'elle ne fasse le lien, ça se répète, non pas qu'elle n'est pas intelligente, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, ces 3 femmes sont absolument intelligentes, mais elles sont aveugles, comme dans une tragédie. On peut être, comment dire, extrêmement intelligent, même lucide, et être aveugle. C'est le principe de la tragédie. Tous les personnages raciniens sont comme ça, par exemple. Et elle va donc arrêter, puis elle revient. Elle dit oh, « Je ne veux pas perdre mon visage là-dedans ». Elle dit ça à sa mère. Elle sait qu'elle va perdre son visage là-dedans, quand elle dit ça. Sa mère dit « D'accord, je comprends ». On sent qu'elle n'est pas très contente quand même dans ses mémoires. Mais aussitôt, la fille revient. Le lendemain, elle dit « Je vais tout faire ». Elle emploie la même formule que sa mère a employée, pour dire qu'elle va être un bon petit soldat et qu'elle va faire ce tournage. Donc le tournage commence, effectivement, elle est mutilée, plein de fois. Tippi Hedren est mutilée, elle manque même de mourir de la gangrène.
Elle continue à tourner malgré les blessures, malgré la douleur, etc. Et là, on pourrait se dire qu'une mère censée, enfin, qu'un être humain censé et empathique, ce qu'elle est par ailleurs, absolument, dirait, on arrête tout. Ben, en fait, non. Elle dit, j'ai pris un abonnement chez un chirurgien esthétique. Et donc, elle prend un abonnement chez ce fameux docteur Candivard de Beverly Hills. Abonnement, c'est-à-dire qu'elle ne cesse d'aller, d'emmener son mari, d'emmener sa fille en permanence, se faire recoudre. Notamment, il y a une des fois où Mélanie Griffiths doit avoir 57 points de suture sur le visage. Elle a la nuque complètement déchiquetée, etc. Et donc, elle a cette, comment dire, méthode-là qui fait que sa petite fille, adolescente, va en effet être subie à d'innombrables opérations, parce qu'on parle évidemment comment dire, d'anesthésie générale, on parle de morphine, on parle de ces piqûres, de ces griffes. Il y a eu les griffes des oiseaux, il y a les griffes des fauves, on pourrait dire qu'il y a les griffes des chirurgiens aussi, il y a les piqûres, et quelque chose qui va s'instituer là, enfin qui va commencer là, et qui va ne cesser ensuite de déterminer l'existence, le visage de Mélanie Griffiths, au point, et c'est ce que dit ma détective, qu'elle va se trouver réduite à sa peau. La mère était un corps pour Hitchcock. La fille va devenir carrément l'enveloppe du corps, c'est-à-dire la peau. Et en effet, elle ne tourne que nue, sauf dans ce film de Woody Allen, Celebrity, où elle joue une star, très, 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 très habillée, qui se cache en fait. Qui se cache. Qui se cache et qui, dans le ciel, voit en lettres de fumée s'inscrire en permanence au-dessus d'elle, « Help », au secours. Donc il y a quelque chose dans ce film probablement d'elle que Woody Allen a vu, je pense. Parlons de Dakota un instant. Elle rencontre Dan Johnson, elle a 14 ans. Il a 8 ans de plus qu'elle et ils vont se marier. Elle aura 18 ans. Il a 8 ans et 2 mariages de plus qu'elle, comme le dit ça. la mère. Alors la mère, donc Tippi Hedren, dit clairement que quand Mélanie rencontre Don Johnson, elle comprend que Don Johnson, je cite, est bien plus dangereux que tous les fauves de son tournage. Donc elle dit assez clairement que c'est un homme extrêmement violent, assez fou. Mais elle sait aussi que si elle dit non à sa fille, qui est mineure, la fille va s'enfuir et ne reviendra jamais. Donc elle est obligée d'accepter ce mariage qui la révulse et que Mélanie Griffiths va faire à peine à 18 ans. Elle part à Las Vegas et elle épouse Don Johnson. Donc ils ont une fille. À nouveau, c'est encore une histoire de mère et de fille. C'est-à-dire que le père est assez absent dans cette histoire. Et donc, ça va être l'histoire de cette fille Dakota qui elle-même a un prénom assez étrange dans l'histoire, puisque le prénom, c'est un prénom volé. Mélanie, on pourrait dire, le prénom Mélanie Daniels sur le tournage est un prénom volé à Mélanie. Et le prénom de Dakota, Mélanie Griffiths le vole à sa bonne. Alors, elle dit une amie qui travaille pour nous, traduction sa bonne, probablement d'origine amérindienne, puisqu'elle veut appeler son enfant Dakota, ce qui veut dire amie. Elle lui prend le prénom. Et là, cette petite enfant à naître va devenir une sorte de doublure de cet enfant fantôme qui, du coup, doit changer de prénom et qui, en même temps, est un prénom volé à un peuple. Enfin, on sait bien que l'Amérique a volé ce peuple. Donc, il y a une histoire derrière qui est déjà une histoire de doublure, de remplacement, d'usurpation, qui est le début de l'histoire de Dakota Johnson. On va parler un instant de Dakota Johnson et évidemment de ce film 50 Shades of Grey. Ce qui est très étonnant, j'ai dû voir, je pense, le premier. Je me suis toujours fait la remarque suivante. Je me dis, cette jeune femme qui est ravissante ne ressemble à rien. Comme si, ce que vous exprimez, son visage, effectivement, s'était effacé. Il n'y a pas de trait de caractère, il n'y a pas de... Mélanie, on la voit, Tippi, on la voit. Dakota, je ne la vois pas. Elle a été lissée, Dakota Johnson. Moi, donc ce livre, ça fait 20 ans que j'y pense, donc j'ai eu le temps de la voir arriver, Dakota Johnson. Je l'attendais, on pourrait dire en quelque sorte, parce que j'avais compris qu'il y avait la mère, qu'il y avait la fille, donc Mélanie, j'attendais la petite fille. Donc je l'ai quand même un peu scrutée, un peu stalkée presque, enfin stalkée, pas en vrai, mais enfin ça revient comme font les écrivains, donc plus qu'en vrai. Et puis elle a apparu, elle avait une 15aine d'années et elle était ultra trash en fait. Tout ça a disparu, tout a été effacé. Hollywood a effacé toutes les photos que moi j'ai vues à l'époque, qui m'ont sidérée, que j'ai regardées, que j'ai agrandies, en me disant mais comment
ce système de lissage qu'est Hollywood Oui. peut laisser cette jeune fille apparaître avec une dent noire, avec des trucs vraiment qui rappelaient sans doute quelque chose, qui était sans doute une manière de faire revenir, puisqu'il y a beaucoup de revenants dans mon histoire, quelque chose de l'adolescence trash de sa mère, mais qui était assez vécu au grand jour, pour le coup, assez revendiquée. Et puis elle a disparu. Elle a disparu. Elle a été mise dans un truc de rehab chic, quelque part. Elle a réapparu quelque temps après, et elle était là, Dakota Johnson, qu'on connaît maintenant, qui n'était pas la même que celle qui, moi, m'avait surprise. Hélène, je vous ai demandé de nous lire un extrait de votre livre, c'est à vous. Peau d'âne. La fille de Tippi Hedren naît au cinéma en risquant sa peau. Ce n'est pas une métaphore, commente la détective, qui s'en méfie. Plus on s'approche d'une situation extrême, plus la métaphore cède la place à l'emploi littéral des mots. Adolescente, Mélanie Griffiths risque sa peau quotidiennement. Son beau-père exige que la famille Marshall ne ferme aucune porte au grand chat. Il n'est pas rare que Tippi ou sa fille se réveillent encerclés de fauves, endormis, joueurs, agressifs. Sa première expérience d'un tournage, aussi long que la captivité d'une princesse de conte, se solde par 50 points de suture au visage et d'innombrables opérations de chirurgie esthétique. Être actrice, à l'origine, pour Tippi, c'est exposer son visage, son œil, son corps, sa vie, aux attaques d'un maître qui l'enferme dans un masque en plâtre, un cercueil miniature, une limousine aux vitres sombres, une loge bleue sans fenêtre, une cabine téléphonique, aux parois lames de rasoir, un grenier. Être actrice, à l'origine pour Mélanie, c'est exposer sa peau aux perforations de prédateurs dont il est humainement impossible de condamner l'instinct animal. Dans chaque page de ses mémoires, Tippi exprime un amour sincère pour sa fille unique. Il n'empêche, jamais elle ne la protège des mutilations inévitables dans un foyer soumis à la loi de la jungle, littéralement. La seule protection que la mère de Mélanie met en place consiste en un abonnement auprès d'un chirurgien esthétique qui répare sans relâche la peau de la famille Marshall, tout au long des 11 années que dure l'accouchement de Roar. La fugue s'achève sur l'accident de voiture qui défigure son personnage. À l'époque de ses 18 ans, Mélanie Griffiths mène une vie sauvage. Elle a un grave accident de voiture sur Sunset Boulevard. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour cet échange merveilleux.